Donc voilà, je me présente devant vous, je suis Gaël Noblanc, comme ça a été dit, je suis architecte des bâtiments de France, dans le service de l'UDAP des Yvelines, et actuellement en fait en charge de la ville de Marly-le-Roi, notamment parmi les 60 villes sur lesquelles je travaille dans les Yvelines. Donc là, aujourd'hui, je suis là effectivement avec cette expérience d'architecte des bâtiments de France, mais je me présente surtout devant vous avec cette qualité d'architecte et avec ces différentes expériences que j'ai eues tout au long de ma vie professionnelle, pour dire rapidement un démarrage pendant 8 ans chez les architectes en chef des monuments historiques. Et donc là, j'étais vraiment dans la restauration de bâtiments protégés. Donc on est dans la restauration de châteaux, d'églises, d'hôtels de ville, vraiment de patrimoine majeur qui souvent ne pose pas de questions, autres que comment on le finance et les petites questions, j'ai envie de dire, historiques et déontologiques, mais il n'y a pas de remise en cause de sa valeur patrimoniale. Après, j'ai eu une partie d'expérience qui était consacrée à être, en libéral, à être assistant maître d'ouvrage auprès de collectivités territoriales. Donc là, c'était une expérience très intéressante parce que le but, c'était d'aider ces collectivités territoriales qui avaient des projets de rénovation de bâtiments à défendre la valeur patrimoniale. Parce que finalement, ils passaient des marchés avec des maîtres d'œuvre et avec des entreprises qui n'avaient pas forcément toujours cette sensibilité-là. Donc là, l'idée, c'était d'aider ces collectivités pendant la période chantier à vraiment avoir cette qualité patrimoniale et non pas qu'une réponse de normes ou de faisabilité technique, qui est souvent le cas dans beaucoup de chantiers. Donc là, on voit déjà apparaître dans ma formation le danger de la reconnaissance ou la non-reconnaissance de tous les aspects patrimoniaux, et notamment ce qu'on va appeler un patrimoine mineur, non pas qu'il soit moins important, mais moins reconnu. Et troisième période, donc architecte des bâtiments de France, avec une première expérience pendant 3 ans dans le territoire de Belfort, et depuis 3 ans et demi dans les Yvelines, et aux côtés de la ville de Marly-le-Roi. Donc tout ça pour dire qu'effectivement je vais avoir un exposé plutôt une critique d'architecte, et ce n'est absolument pas à confondre avec le fait que je sois agent de l'État, et donc c'est pas du tout une position, enfin je vais défendre mon métier et les politiques publiques dans lesquelles je m'inscris, je vais expliquer, mais je n'ai pas un message de l'État aujourd'hui dans cette intervention. Donc l'architecte des bâtiments de France, pour aujourd'hui parler de ce métier-là, c'est d'abord un architecte urbaniste de l'État, donc c'est notre corps d'appartenance, et on est affecté à différents ministères, soit les ministères de l'écologie très souvent, ou les ministères de la culture. Donc on peut travailler soit en DDT, en DREAL, en DRIEAT, ou au ministère de la Culture. Et dans le cas du ministère de la Culture, moi je suis affecté à l'UDAP des Yvelines. L'UDAP, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un service de la Direction régionale des affaires culturelles, qui est cette direction déconcentrée du ministère de la Culture. Et dans la DRAC, il y a, je simplifie l'organigramme, mais 2 grands pôles, le pôle action culturelle et le pôle patrimoine, qui va rassembler différentes compétences sur le patrimoine. Souvent, l'architecte des bâtiments de France est identifié sur le terrain comme Monsieur Patrimoine, c'est-à-dire en fait la personne référente. Il se trouve que dans la réalité, on le voit bien avec l'organigramme du pôle patrimoine, il y a en gros 3 types de compétences. La compétence monument historique qui appartient à la conservation régionale des monuments historiques, la compétence archéologie qui appartient au service régional de l'archéologie, et la compétence sur les espaces protégés qui appartient donc à l'UDAP et aux ABF. Et effectivement, et quand on parle de l'avis ABF, finalement, bon, c'est un raccourci pour parler de l'avis que donne l'architecte des bâtiments de France, essentiellement sur les déclarations de travaux, sur cet espace protégé que représente l'abord du monument historique, le centre-ville ancien, et tous ces espaces qui ont une valeur patrimoniale, alors qui peut être très ancienne comme qui peut être plus contemporaine. Mais l'idée, voilà, c'était de bien replacer en fait un panel de compétences qui appartient à la Direction régionale des affaires culturelles. Et par raccourci, on dit toujours l'ABF, mais finalement derrière l'ABF, c'est surtout 3 services différents dont il s'agit. Quelles sont donc ces missions particulières de l'ABF? Alors, on a tendance à dire que côté bâtiment de France, qu'on a 3 types de missions, ça s'appelle les 3C, on les retient comme ça: contrôle, conservation, conseil. Moi, je trouve ça un peu froid, hein, d'autant plus déjà quand on commence par le mot contrôle, ça fait un peu peur. Il y a pas de... En fait, le contrôle s'exerce à travers l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis qu'on lui demande constamment quand on, par exemple, déclare des travaux aux abords d'un monument historique.
Mais cette notion de contrôle, pour moi, je dirais plus, c'est une veille, c'est un cadre. L'idée, c'est pas de savoir si vous avez tout fait parfaitement, et d'ailleurs à quel moment je vais tout contrôler, toutes les étapes. Je suis une étape administrative de permis de construire. Mais c'est plutôt une façon de filtrer ou de tamiser les projets et de les réorienter dans ce cadre, et je le montre bien avec mes mains, ce cadre qui est le prisme patrimonial. Dans ce prisme-là, on peut faire un peu plus contemporain, on peut faire un peu plus traditionnel, on peut décider de figer, on peut décider sous certaines convictions et conditions d'interdire toute modification, mais c'est un cadre à créer. Et ça, cette notion, elle va m'accompagner dans tout ce discours-là, de se dire que l'espace protégé dans lequel intervient l'architecte des bâtiments de France, c'est un moment, un temps de réflexion, un temps de recul sur cette évidence qui est le droit de l'urbanisme. C'est une restriction de ce droit de l'urbanisme. Notre deuxième mission, c'est conserver. Effectivement, conserver la qualité patrimoniale d'un lieu, tout en pouvant la faire évoluer ou la figer. C'est un peu les questions que je nous pose. C'est aussi une mission que je fais en parallèle avec mes collègues de la conservation régionale des monuments historiques, parce que je ne travaille pas directement sur les monuments historiques, mais en tant que compétences liées avec ce service-là, ils interrogent toujours leurs collègues architectes des bâtiments de France pour savoir est-ce que oui ou non il faut protéger, est-ce que oui ou non on va restaurer de telle ou telle façon. Enfin voilà, on a des collèges ensemble où on débat de ces thématiques-là. Donc quelque part, j'ai aussi, même si je ne suis pas l'interlocuteur privilégié, mais j'ai aussi cette mission de conservation. Et la dernière mission que je préfère, parce qu'elle paraît justement en parallèle avec la mission de contrôle, peut-être moins dure, mais à travers nos avis, à travers toutes mes permanences, à travers tous mes rendez-vous, à travers un colloque aussi, on est là pour assurer une mission de conseil. Donc cette mission de conseil, je marquais en dessous accord ou avis, c'est des fois deux types d'avis que je donne. Il y en a un qui s'impose à l'autorité compétente, qui est le maire. Il y en a d'autres qui se proposent, au contraire. Je ne suis pas pour autant l'architecte conseil d'un département ou d'un territoire. Ça veut dire que je ne suis pas là pour accompagner forcément tout le déroulé d'un projet, ni pour faire le projet à la place, mais quelque part, comme je le disais juste quelques minutes précédemment, pour être ce moment de pause où on découvre un projet, on prend le temps de le poser, on dit voilà, j'avais ce programme-là, j'avais ces compétences-là, j'ai cette législation-là qui est applicable, j'ai cette réalité patrimoniale qui soit est un règlement, soit qui est une protection, soit qui est juste une conviction par notre regard. Je dis souvent à mes confrères, mais la première chose, avant de savoir qu'est-ce qu'on a droit ou pas droit, qu'est-ce que l'on découvre et qu'est-ce que l'on ressent. Et ça, c'est très important dans le patrimoine. C'est ce qui fait patrimoine, c'est la valeur qu'on veut donner à un lieu et à un objet. Donc, en fonction de ça, on saura ce que l'on veut conserver ou pas conserver. Pour rentrer un tout petit peu plus en détail dans les missions de l'ABF, sans chercher pour autant à s'éterniser sur ce point-là, les missions de l'architecte des bâtiments de France, voilà, la plus connue, c'est l'avis de l'ABF sur les travaux en espace protégé. Un espace protégé, ça peut être soit un site patrimonial remarquable, soit un abord de monument historique, soit un site inscrit, soit un site classé. C'est un peu les servitudes d'utilité publique sur lesquelles on demande nécessairement un avis de l'architecte des bâtiments de France. Mais en fait, ça peut être aussi, voilà, j'interviens de façon beaucoup plus large. J'interviens, comme je l'avais dit, sur les notions de conservation avec mes collègues de la DRAC. Pour les protections, j'ai marqué MH, c'est monument historique. Architecture contemporaine remarquable, c'est l'ancien label 20e siècle, donc toutes les architectures de moins de 100 ans. Ici, ça pourrait être voilà, ce genre d'exemple, ou tout ce qui est nouvelle protection. Donc là, il y a un avis collégial de l'État qui est formulé, et je participe à cet avis collégial. Comme je participe aussi, en tant que personne publique associée, à donner un avis sur tout ce qui est réglementation, les nouvelles réglementations que sont le plan local d'urbanisme, le règlement local de publicité, les sollicitations de l'autorité environnementale, des DUP, tout un tas de travaux qui sont faits. En fait, on consulte voilà, les différents services de l'État et je donne toujours cet avis basé sur deux critères. La notion patrimoniale, à quel moment, quelle était la valeur patrimoniale d'un lieu avant projet et que devient-elle après projet. Avec en parallèle cette notion de qualité architecturale. Est-ce qu'on construit pour construire ?
est-ce qu'on développe un principe constructif ou un principe d'urbanisation? Après, on a le droit d'aimer, pas aimer, et ça reste les goûts de chacun. Mais avant tout, on va mesurer voilà, la valeur patrimoniale d'un lieu. Alors, il n'y a pas d'échelle graduelle et une échelle qui veut dire ça n'a pas de valeur, donc c'est saccageable, c'est pas du tout le discours. Mais il y a des endroits qui sont plus privilégiés et des endroits où, au contraire, on estimera qu'on peut les faire évoluer. Voilà. Et ce travail-là que je mène en parallèle avec les services des différentes villes, et je vois monsieur le maire de Marly-le-Roi, et on parlera un peu plus tard dans cette exposition, dans cet exposé, voilà toutes les actions que l'on mène de concert. En fait, on est vraiment des partenaires de travail en parallèle de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, qui est justement le maire de la ville, et on donne cet éclairage patrimonial, et on voit ensemble voilà, comment on agit sur cette échelle de qu'est-ce qui a plus de valeur, qu'est-ce qu'il y en a moins, qu'est-ce que l'on contrôle, conserve, à quel moment on conseille plutôt ou pas. Dans le métier de l'architecte des bâtiments de France, la première chose qu'il faut avoir en tête, non seulement, comme je disais, je ne suis pas monsieur patrimoine sur tous les sujets, mais je ne suis pas que monsieur patrimoine. En fait, en tant qu'agent de l'État, là pour le coup, je reprends cette casquette, je me dois d'intégrer en fait les différentes législations applicables et les différentes lois qui ont été votées et l'esprit de la société en fait dans laquelle on vit. On a tous des convictions. Aujourd'hui, on est tous ici parce qu'on croit à la valeur du patrimoine et donc ça nous rassemble et ça nous fédère. Mais en face de moi, au quotidien, j'ai des porteurs de projets qui ont d'autres convictions et qui sont tout aussi louables et qui ont surtout d'autres droits et des collectivités territoriales qui ont aussi d'autres devoirs quelque part. Et ça, c'est très important. Cette notion de conservation du patrimoine, elle n'est pas parce qu'on le préfère et parce qu'on va l'appliquer. Mais je marquais dans le premier encart, là, en haut à gauche, les lois SRU, les lois Elan, les lois APER, sans rentrer dans la réalité de ces lois-là, mais il y a des lois qui nous obligent la construction de logements sociaux. Si on ne les fait pas, on a des amendes. Si on paye ces amendes, on ne peut pas investir dans autre chose localement. Si on n'a pas ce quota-là, on n'a pas le droit de préemption, donc on ne peut plus gérer correctement notre commune. Il y a des lois qui nous demandent de simplifier certaines règles de construction à l'avantage des logements, parce qu'il faut construire du logement. On est dans un pays où on nous demande de construire, où on a nécessité de construire. Donc figer, ok, mais construire combien, comment et où reste la vraie question. Chez le voisin, c'est toujours plus possible, mais finalement, ces différentes lois nous disent que c'est un rôle collectif à assurer. Donc dans ce rôle collectif, on ne peut pas y échapper. Et dans ces dernières lois, par exemple, les lois APER aussi, on voit arriver des notions de transition énergétique. Et là, effectivement, non seulement il y a des notions d'équité, on parlait d'équité sociale, on parlait de quantité de construction, mais on peut parler aussi de cette qualité de la construction et de cette projection dans le monde de demain, toujours en filigrane pour moi, avec ou sans patrimoine ancien, mais avec ou non ces nouvelles règles, quelque part, de construction. Donc dans l'un des cadres, celui à droite, je parle un peu de ces différentes règles qui s'appliquent. Moi, un porteur de projet, il arrive avec tout ça en tête. Hein. Le plan de risque inondabilité, moi je veux faire un petit bosquet, un petit talus, un joli escalier avec un garde-corps plein, parce que pour l'architecture ça serait mieux, pour le patrimoine ça serait parfait. Il me dit, ah non, on ne peut pas, ces zones inondables, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle. Donc là, on commence à composer et on voit bien cette logique. Le patrimoine est un élément, parmi tant d'autres, de composition. Un autre aspect avec lequel il faut composer en tant qu'architecte, c'est l'accessibilité. Aujourd'hui, l'accessibilité pour tous, un joli parvis avec 15 marches très raides, c'est peut-être un dispositif ancien, mais il faut réussir à trouver une solution. Des fois, la solution, c'est déroger parce qu'on est sur du monument historique. C'est adapter parce qu'on peut revoir l'emmarchement autrement. C'est permettre un élévateur, personne mobilité réduite, légèrement sur le côté. Mais normalement, la loi s'applique et s'applique effectivement à tous avec cette obligation. Donc, quelque part, des fois, il ne faut pas être surpris si, devant un très beau bâtiment, on a quand même cet élévateur, personne à mobilité réduite. On est face à cette nécessité de respecter tous ces avis-là et toutes
toutes ces règles. Une autre que je trouve, moi, très disgracieuse, c'est tout ce qui est sécurité, toiture, terrasse. En fait, aujourd'hui, on a une toiture terrasse, il faut mettre un garde-corps pour éviter qu'un ouvrier tombe. C'est louable, c'est très bien, on protège la vie de la personne qui intervient. Mais ça veut dire que si à un moment, on a un bâtiment avec une toiture terrasse et une casquette très fine, très élégante qui avait été dessinée, il faut mettre un garde-corps. Donc, quelque part, on change le graphisme et on change cette intention originelle du maître d'œuvre et on change l'appréhension qu'on va avoir de telle œuvre architecturale, et j'en parle vraiment dans ce sens-là. On voit que je parle souvent de ressenti, c'est très important, voilà. Mais, une fois de plus, il y a la règle RT 2014, RT 2020, quand on construit en neuf ou quand on fait un agrandissement en neuf. Donc c'est pareil, on ne va pas pouvoir mettre la taille de la fenêtre que l'on souhaite parce qu'il faut qu'il y ait tant de pourcentage d'ouverture et pas trop, parce que sinon c'est une déperdition thermique. Il y a aujourd'hui les DPE. Alors les DPE, pour moi, c'est un raz-de-marée depuis un an. Ça y est, tout le monde a besoin de vendre sa passoire énergétique ou de la louer. Donc il faut faire des travaux comme il faut. Qui a raison quelque part aujourd'hui? Est-ce que c'est le porteur de projet qui se trouve coincé par ces règles-là, ou est-ce que c'est le défenseur du patrimoine qui dit, moi, à l'échelle de ma mission, on me demande si votre isolation par l'extérieur en polystyrène, vos fenêtres en PVC sont patrimoniales? La question, elle est toute simple, c'est non, c'est pas patrimonial, c'est évident, on le sait tous. Mais à la fois, comment, en tant qu'architecte, j'intègre ça, qui est cette réalité? Donc il y a un moment, toujours, on sent que le curseur, il n'est jamais évident, il n'est jamais linéaire dans... Ah oui, c'est vrai. De toute façon, il y a aussi tout un tas d'autres normes. Voilà, je parlais de DTU, c'est les règles d'application de la construction. Et on parlait aussi de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, qui certes fait son règlement local, qui s'appelle le plan local d'urbanisme, sur lequel, en tant que personne publique associée, je me suis exprimé. On a débattu et voilà, on entend les arguments de chacun, mais on n'est pas dans un bras de fer non plus. Hein. Une fois de plus, il y a un pays de droit et on a le droit de faire les règles. Tant qu'il n'y a pas de destruction de patrimoine clair ou net, l'autorité compétente fait évoluer sa ville un peu en fonction de la manière dont elle teinte son territoire, et ça c'est une notion qui est très importante. Mais au-dessus du PLU, il y a un SCOT, il y a un SDRIF-E. En fait, je ne vais pas développer ces acronymes, mais pour dire, il y a une hiérarchie quelque part de règles, et au-dessus du local et au-dessus de juste mon avis ABF, en fait, il y a toute cette épaisseur législative que l'on doit juste respecter. Et par exemple, pour parler du SDRIF-E, qui est une actualité en ce moment pour les collectivités territoriales, on rappelle ce besoin de logement et on pastille sur des cartes les endroits où il y aura besoin de régler des carences de logement, où il y a des endroits où on aura besoin de développer des pôles de communication. Et finalement, on appartient à un grand collectif. Quelque part, c'est aussi une approche patrimoniale, ça. Le patrimoine, c'est un bien commun de la nation. Et c'est un bien commun que l'on veut transmettre. Que l'on veut transmettre, j'ai envie de dire, souvent un tout petit peu avec notre envie et notre regard, et il n'y a aucune critique derrière tout ça, égoïste de « j'aime parce que c'est beau, parce que c'est ancien, parce que c'était chic ou parce qu'on ne le fait plus ». Mais derrière tout ça, on ne peut le transmettre que si on vit dans une société où tous les critères de transmission et tous les critères de bien commun sont respectés. Donc finalement, voilà, en gros, moi ce que j'entends au quotidien en petite voix dans ma tête, c'est l'intitulé en bas, c'est augmentation de la production de logements. Je sais que de toute façon, il y a un moment, je vis dans une société où on a besoin de cela. Une société où bientôt on ne pourra plus artificialiser de terres agricoles, donc de toute façon, je ne peux construire que là où il y a déjà du bâtiment. J'ai envie de dire, ça va si c'est un immeuble moche, mais qu'est-ce qui se passe si c'est une jolie maison avec un jardin ? Il y a cette densification forcément des centres-villes, puisque je ne peux plus aller ailleurs, et cette nécessité de réaliser des travaux énergétiques tout en quand même conservant la valeur patrimoniale et en la prenant en compte, parce que des fois, voilà, ils ne sont clairement pas du tout pris en compte. Donc là, on va avoir un petit panel de travaux des horreurs, donc tout ça pour bien digérer, n'ayez pas peur. Sont les risques du quotidien. J'ai envie de dire, ça, je ne pensais pas que je verrais ça quand j'ai passé rapidement mon cursus professionnel. Quand je suis passé d'architecte des monuments historiques à architecte des bâtiments de France, je m'occupais des châteaux et des églises. Je vous assure que j'ai découvert ce que c'était que la réalité. La réalité, c'est ça, en fait. J'ai besoin de changer ma porte, je change ma porte. Elle est de vantaux de 50 cm. C'est pas PMR, c'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Je fais une porte plus large. Et alors, où est le problème? Bon, là, elle a été faite sans déclaration, je pense. Mais
à un moment, on a saccagé du patrimoine ancien. Donc ça, c'est des petites altérations. La vignette du milieu, c'est j'ai besoin de changer ma fenêtre, et alors elle est en bois, elle est à 6 carreaux comme l'imposte d'à côté, et elle est à 6 et 6, 12 carreaux comme l'ouvrant d'à côté. Ok, elle est presque pareille, mais presque ne veut pas dire elle est pareille. Et là, ça, ce sont des toutes petites altérations, l'air de rien. Mais l'air de rien, ça dénature complètement un moment, un quartier, une ville et un patrimoine. Parce que finalement, la porte, qui était un ouvrage en tant que tel, disparaît pour un autre ouvrage souvent moins qualitatif et moins précieux. Et les proportions, là, la menuiserie, c'est évident, ça devient, si on revient sur mon terme de ressenti, ça devient très lourd. Alors qu'à droite, c'est un prototype sur lequel j'avais travaillé à Belfort, dans un bâtiment où je voulais absolument que l'on conserve les menuiseries anciennes. Comment le menuisier a pu intégrer un double vitrage? Le châssis était trop fin, certes, on ne pouvait pas mettre le double vitrage ni approfondir les feuillures, mais on a rajouté une deuxième épaisseur de bois par devant pour pouvoir, l'air de rien, conserver une menuiserie ancienne et conserver une quincaillerie ancienne. Donc là, tout de suite, on voit l'intérêt quelque part de ces législations patrimoniales. On respecte une autre législation, mais on essaye d'aborder les travaux avec plus d'intelligence. Deuxième risque du quotidien, l'isolation par l'extérieur. En ce moment, ça fait fureur, on adore. Et la phrase qui va après, c'est « mais on me demande d'isoler et c'est comme ça que l'on fait aujourd'hui ». On peut toujours répondre qu'on peut aussi isoler par l'intérieur, il ne faut pas l'oublier. Mais là, on est dans un exemple un peu sulfureux, parce qu'effectivement, on est sur des maisons jumelées. Soit il y en a un voisin qui isole pas l'autre, c'est un pont thermique, donc techniquement c'est quand même pas idéal. Et après, on voit bien la photo en haut à droite, c'est quand même l'équivalent c'était une cité ouvrière, c'est l'équivalent de la même maison à gauche. Donc il y a quand même une perte d'architecture fabuleuse. On n'a plus les volets, on n'a plus l'encadrement de la fenêtre, on n'a plus la pièce d'appui, on n'a plus la lecture du pan de bois. Enfin, c'est ravalé et je le fais avec ce geste-là. C'est plus qu'un lifting et c'est plus que destructeur. Mais, une fois de plus, ça correspond à une législation, à une demande et à une vraie pression du quotidien. Donc là, pour passer rapidement dans les autres risques de l'isolation par l'extérieur, ce sont ces pertes de décor comme la maison en rouge, où au lieu d'avoir un vrai pan de bois, où on voit le bois, on le ressent et ça vibre avec nous, un dessin de pan de bois, ça remplacera jamais la lecture d'une poutre en bois. Et les deux exemples en bas, où j'ai mis notamment les flèches bleues, ça c'est un exemple de la région où on a isolé par l'extérieur, mais on a laissé la descente des eaux pluviales, on a laissé l'ancienne marquise et la flèche d'en bas à droite, c'est le petit trou pour la boîte aux lettres. Donc la boîte aux lettres, elle est enfoncée derrière 15 cm d'isolant. C'est affreux comme détail, comme exécution, mais peut-être que le propriétaire de cet immeuble se sent soit dans la bonne mouvance de ce que lui a demandé la société actuelle. J'ai isolé, donc c'est bien pour mes enfants et pour la société qui change ou le réchauffement planétaire. Par contre, une fois de plus, c'est pas bien ni pour le patrimoine, ni pour l'esthétisme, donc certainement pas pour l'architecture. Il faut bien avoir en tête que isoler, comme je disais, voilà, c'est pas coûte que coûte en fonction de l'architecture, c'est pas forcément à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, c'est pas forcément polystyrène, ça peut être aussi en matériaux perspirants, et là c'est l'architecte qui vous parle. Mettre du polystyrène sur une maçonnerie ancienne, c'est une hérésie. C'est comme courir avec un kawaii, vous gardez l'humidité sur vous, elle ne transpire pas, elle ne s'évacue pas, et ça va être un pourrissement de votre structure. Donc moi je le vois sur la moitié des dossiers d'isolation par l'extérieur, on les refuse juste par inadaptabilité du matériau. Après, il y a l'inadaptabilité à l'architecture et à son esthétisme, mais et effectivement, l'exemple là où il y a la flèche à droite, c'est un béton de chanvre, c'est travailler sur des correcteurs thermiques, par exemple. La première chose dans l'isolant, il y a la conductivité du matériau. Effectivement, le béton rayonne, par exemple, mais devant le béton, si on met un matériau qui réchauffe, par exemple, moi, mon appartement qui est en plein centre-ville de Versailles, que je ne vais pas isoler par l'extérieur, mais je suis ravi d'être dans un espace historique, j'ai mis une isolation intérieure en dalle de liège. Ça m'a pris 6 mm. Effectivement, ce n'est pas isolé, ce n'est pas considéré comme un isolant performant. Mais ça réduit cet effet de paroi froide. Donc, cette notion de correcteur thermique, de confort thermique, elle est aussi importante à prendre en lien, en compte, à côté de cette rénovation massive. Et le petit schéma en bas, c'est juste pour rappeler aussi ce que je dis souvent aux porteurs de projets.
c'est que le mur, c'est qu'un des postes global de la rénovation énergétique. La première chose, commencez par isoler vos combles, c'est on a 30% de déperdition. Isolez vos combles, changez vos fenêtres, changez votre système de ventilation, enfin mettez déjà un système de ventilation parce que sinon vous allez avoir de l'humidité, ça va pourrir à l'intérieur. Changez votre production de mode de chauffage, mettez un thermostat, votre production d'eau chaude et déjà vous avez un meilleur confort et un meilleur respect. Mais voilà, le patrimoine, il est en danger par rapport à tout ça au quotidien. Un autre danger, et je n'ai pas de jugement de valeur pareil par rapport à cette politique-là, c'est la pose de panneaux photovoltaïques. Quelques exemples à gauche pour montrer, oui, on a mis des panneaux, l'installateur, et moi j'entends une fois de plus tous les jours, m'a dit que pour être rentable, il fallait que j'en pose 10. J'en pose 10, j'ai un toit en triangle, je les pose comme je peux. J'ai mis 2 générations parce que je l'ai fait en 2 étapes différentes, parce que je ne pouvais pas tout payer le même jour. C'est pas grave, d'un point de vue installation et esthétique, et respect du patrimoine, qui est notre fil conducteur, c'est assez destructeur. Alors qu'une fois de plus, on peut l'envisager autrement, sur le mobilier urbain, sur là un appentis, un garage à rez-de-chaussée, tout ce qui est parking, bâtiments agricoles, bâtiments commerciaux qui sont des énormes surfaces. Aujourd'hui, en fait, il y a une possibilité d'action sur tout ça. Et effectivement, au quotidien, je milite pour dire peut-être pas quand même dans le centre-ville. Du moins, pas partout et certainement pas visible. Mais ça, c'est une fois de plus je suis face à des porteurs de projets qui se sentent dans cette légitimité et effectivement ils sont légitimes à envisager ça. Par contre l'urbanisme c'est voilà, je disais cette épaisseur, ce sandwich où il faut prendre en compte toutes les législations et le patrimoine, on le sent un petit peu dans cette présentation, c'est pas dire le parent pauvre parce que je veux pas avoir ce discours-là, mais finalement ça paraît ne pas forcément la priorité. C'est un élément que l'on aime bien le week-end, c'est un élément que l'on aime bien quand on fait une visite, quand on fait du tourisme, on est tous fiers de dire qu'on a visité telle ville historique, mais au quotidien, vivre dans une ville historique, en quoi ça nous engage ? Ça nous engage à ne pas avoir droit de faire ces travaux-là et donc à faire des sacrifices. Et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Là, c'est une autre dimension, c'est les antennes relais. Une fois de plus, moi j'ai mon téléphone portable, il est ici, on l'a tous avec nous. Donc développement des antennes relais pour ne pas avoir de zone blanche, donc on les voit fleurir partout. Depuis la loi Elan, l'avis de l'ABF est devenu un avis simple, ça veut dire qu'il n'est pas un avis obligatoire. Donc si demain on a une antenne relais en face d'un monument historique, en soi, je m'en offusque, mais je m'en offusque dans mon bureau. Mais devant SFR ou Bouygues, soit on négocie, et on négocie en partenariat, et ensemble avec la ville, on va trouver le bon endroit et la bonne façon de travailler. Et là, on va pouvoir l'intégrer, pouvoir parler qualité architecturale. Les 2 exemples que je montre, celui de gauche, pour l'instant, c'est un chantier qui est en région parisienne qui a été arrêté parce qu'ils ont mis une couverture fausse tuile en tôle ondulée. C'est vraiment affreux en termes de rendu, même si le bâtiment il n'est pas idéal, mais c'est pas du tout ce qui avait été demandé. Et le château d'eau, alors c'est pas le même avant-après, mais c'est la même thématique. C'est un château d'eau où, au niveau de la flèche verte, on avait de nombreuses antennes relais. Et en fait, là, on a travaillé vraiment de concert avec la ville et avec Bouygues, qui était le porteur de projet, pour mettre en place une coque en résine. Cette coque en résine qui a été après peint avec un trompe-l'œil de faux garde-corps qui rappelle justement dans sa forme et dans son dimensionnement le garde-corps du balcon que l'on avait en dessous. Et finalement, au lointain, on ne voit pas que l'on a épaissi et changé ce bâtiment quelque part. Et on ne se rappelle plus qu'il y avait des antennes relais qui sont derrière. Après, le motif fleuri, voilà, c'était une demande locale de faire cela. Mais une fois de plus, ça pour moi c'est un très bon exemple de travail de concert. Il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin moi légalement je ne l'ai pas. Mais de dire on est dans un site patrimonial remarquable parce qu'on a cette législation-là. Donc on est dans du haut de gamme. Dans du haut de gamme on veut un projet de qualité. Et on s'est mis autour de la table, ça a mis un an, parce qu'il y a eu de nombreux projets. Le surépaississement a été au départ proposé à 1,50 m et je crois ramené à 70 cm. Et c'est moi qui ai dit, non, 1,50 m, c'était gigantesque en plus de la circonférence actuelle. Là, voilà, c'est un tout petit résumé sur effectivement 2 maisons qui font partie d'un ensemble de maisons en bande, ce que sont ces altérations du quotidien. La première maison à gauche, une isolation par l'extérieur, on change les fenêtres. Là, on est dans une autre maison, hein, c'est un autre style.
La maison du milieu, enfin orange, qui est à peu près respectée, on a quand même gardé les volets bois, on a quand même la modée nature ancienne, on a refait un ravalement propre, mais il y a ces coffres de volets roulants, bon, à la rigueur, on ne le voit pas. Et on voit les autres. Après, qu'est-ce qui se passe si, quand on n'a pas correctement restauré? En fait, à l'échelle de 4 maisons, je trouve ça très intéressant de voir ce résumé de ce que peut être la possibilité. Le droit, une fois de plus, c'est le droit. Là, on n'est pas en espace protégé, parce que si on était en espace protégé, en co-visibilité avec le monument, effectivement, refus d'accord de l'ABF, c'est terrible, il nous a tout interdit, mais il nous interdit surtout cette laideur. Là, je fais ma publicité. Mais tout ça pour dire, effectivement, quels sont les leviers que l'on peut avoir, je vais l'aborder juste après, pour essayer de contrer tout cela. Avant d'arriver à ces leviers, ces propositions, toujours des risques du quotidien. On parlait tout à l'heure de la zéro artificialisation nette. Eh ben, densification, ultra-densification des centres-villes. Certes, la petite maison en bas, elle est toute mignonne. À mon avis, ça ne faisait pas de doute, tant pour la municipalité que pour le promoteur, que pour l'architecte des bâtiments de France. Par contre, il y a un moment, il y a à côté un promoteur qui a un droit à construire. Ce droit à construire, ben, CR plus 7, 8, je n'ai pas compté exactement. Mais j'ai envie de dire, la pauvre maison, si elle pouvait nous parler, je pense qu'elle se sent un tout petit peu oppressée quand même. Mais c'est la réalité, voilà, aujourd'hui, de la densification, de l'évolution de la ville. Une autre réalité, moi, qui me fait bondir, c'est cet usage du patrimoine. Et à quel moment on va me proposer, parce qu'on est en espace ABF, j'adore quand on me dit ça, ah non, mais on est en espace ABF, on vous a fait un projet patrimoine. Donc là, c'est des exemples où, alors en bas, on avait une maison qui avait des chaînages briques et pierre. Et donc le promoteur à côté, enfin, le promoteur je ne l'accuse pas, hein, mais qui se dit, tiens en plus ça plaît, ça va être bien, ça va se vendre, et on reprend un peu le même motif. Moi je lui ai demandé d'avoir un peu plus de caractère, et surtout certains points, genre les grands balcons au niveau des toitures à la mansarde, c'est une hérésie. Donc on ne me dise pas qu'on a une démarche patrimoniale si on copie mal. Là, pour le coup, moi qu'on fasse du moderne ou de l'ancien, on fait ce qu'on veut, mais que l'on sache copier. C'est devenu, après retravail en haut à droite, c'était encore pire, parce que la toiture disparaît, parce que le PLU a quand même rappelé qu'on ne pouvait pas faire de toiture à la mansarde à cet endroit-là. Mais l'architecture n'y était toujours pas. Bon, après, on est passé sur un autre style radicalement plus contemporain, parce que c'était mal composé, finalement, ça marchait pas. Et là, le patrimoine, c'est une qualité architecturale d'une autre époque. Quel est le patrimoine que l'on va léguer à nos enfants? C'est la question que je nous pose là dans la question de la qualité architecturale. Le patrimoine d'hier et le patrimoine de demain. À la rigueur, moi je préfère ces deux exemples-là. Ça, c'est des immeubles qui ont entre 10 et 20 ans, qui ont été construits. Ce sont des pastiches qui font une parfaite illusion. Et effectivement, en termes de composition, en termes de matérialité, alors c'est pas de la pierre de taille, hein, c'est de l'enduit, mais on a des corniches qui sont saillantes et qui ont la vraie proportion et le vrai dessin. On a des garde-corps en métal qui sont ouvragés avec le bon motif et non pas un motif simplifié. Et au final, si la proposition de néo-patrimoine c'est celle-là, c'est une très bonne réponse, hein. Mais voilà, on n'est pas forcément sûr d'arriver à ce résultat. L'inverse pourrait être, voilà, de dire au contraire, on joue sur un geste contemporain en reprenant certains codes, et notamment, par exemple, l'exemple de gauche où on a repris la couverture en petite tuile, on a repris le rythme de lucarne, même si après l'ensemble est un petit peu designé, mais on est quand même dans une poursuite du bâtiment existant. Comme c'est un amphi derrière, il y a une façade qui est très différente de cette façade ouverte. Par contre, l'exemple de droite, qui est un exemple d'immeuble de logement, on reprend une trame étroite qui est caractéristique de ce centre-ville, on reprend cette notion de débord de toiture que l'on voyait sur les autres immeubles à côté, on reprend un rythme horizontal régulier à chaque étage qui peut correspondre à des lectures de bandeaux ou de corniches qu'on avait sur les autres immeubles. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est un bon exemple, en dehors de on aime, on n'aime pas, on est dans un exemple intégré, en étant relativement contemporain, mais pas trop, et surtout, voilà, s'intégrer dans du patrimoine, c'est pas forcément le copier. Si c'est mal copié, ça peut être plus destructeur qu'autre chose. Donc là, on en arrive justement, après ce constat, pour moi, effrayant et qui nous pose la question, voilà, au quotidien, mais moi, quelle est
quelle est la mission que je peux avoir à part refuser, comment je peux aider les gens et comment on peut les amener, chaque porteur de projet, à mieux comprendre et à mieux intégrer cette vision spécifique à cet endroit-là, qu'est la vision patrimoniale. Donc ça, ce sont des outils qu'on peut développer soit côté collectivité territoriale, soit côté État. Du moins, c'est des outils sur lesquels moi j'ai travaillé, et notamment par exemple ce PLU, dans le cadre du plan local d'urbanisme, donc le règlement de la ville. On peut, grâce à l'article L151-19 du Code de l'urbanisme, identifier des éléments qui font patrimoine. Les éléments qui font patrimoine, c'est soit un bâti, un élément de ce bâti-là, un ensemble bâti, donc ça peut être un îlot, ça peut être des ensembles végétaux, ça peut être un arbre, un bosquet ou une place arborée. Et en parallèle de cette identification-là, on peut décider de mettre plus ou moins de règles. Donc en fait, c'est illustré ici par un travail que j'avais fait dans le territoire de Belfort au départ, où on a localisé les bâtiments qui avaient une valeur. Et dans le PLU, on retrouve la photo du bâtiment, un descriptif du bâtiment. Et si dans le descriptif, on dit ça a de la valeur parce que c'est une toiture en tuiles, des belles lucarnes, je dis un peu n'importe quoi, des volets en bois battant sous forme de persiennes, on sait déjà, on donne des outils à la ville pour lui permettre, en cas de projet où on dirait j'enlève les volets battants, ben non, vous voyez bien que ça fait partie de la caractéristique, donc je vais vous demander de le conserver. Ça a un poids en termes de demande au pétitionnaire pour l'obliger quelque part à accéder à cette demande-là, comme ça peut être aussi un élément de sensibilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis dans le contrôle et dans le conseil, dans mes missions d'ABF. Conseiller à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le patrimoine et ce qui fait une valeur à son bâtiment, bah on l'a dit dans l'exposé sur la communication, on communique à quelqu'un qui veut entendre, et on veut dire à quelqu'un qui sait aussi, qui sait comprendre mes propos. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, et c'est notamment un travail qui a été fait aussi à Marly-le-Roi, aussi grâce notamment à une volonté très spécifique de la ville d'améliorer et de qualifier son règlement, de le faire en étant entouré de différentes expertises qui sont non seulement le vieux Marly, et je remercie de cette proposition de listing quelque part, grâce à cette société locale et cette association qui connaît en fait la valeur très précise de chaque bâtiment et l'histoire de ce bâtiment. C'est là où vous avez un rôle. Vous pouvez nous donner ces compétences-là que tout ABF que je suis, je ne les ai pas en détail, je ne connais pas mes 60 villes bâtiment par bâtiment. Et en face, on m'a aussi invité en amont, pas au moment de l'avis personne publique associée, mais au moment de l'élaboration de ce document, pour regarder tous ces bâtiments. Ensemble, on a estimé si finalement, oui, il avait plus ou moins de valeur que local, un peu plus que local, trop romantique, et surtout pour aider à décrire ces bâtiments-là et à créer cette règle de protection et de préservation. Donc ça, c'est surtout une première façon d'agir conjointement avec nos différentes compétences, autorités compétentes en matière d'urbanisme, l'État, architecte des bâtiments de France, et les associations de défense du patrimoine, avec toutes leurs connaissances et leur amour du lieu. Ça, c'est un autre exemple dans le PLU patrimonial pour le coup de la ville de Belfort, sur lequel j'avais également travaillé. J'ai passé quelques photos affreuses d'isolation par l'extérieur et de pose de panneaux photovoltaïques. Là, on choisit non pas d'interdire pour interdire, mais de dire « Ok, si vous le faites bien ». Donc en bas, dans l'encart jaune, on voit bien que poser des panneaux photovoltaïques un peu n'importe comment, ça peut être très vite disgracieux. Par contre, si on les pose bien axés sur les fenêtres, on fait un espace minimum. Certes, le vendeur il va vous dire qu'il en faut 20 pour être rentable. L'ABF il va vous dire qu'il en faut que 8 pour être esthétique. Bon, bah, là-dedans, ça ne sera pas rentable, mais ça sera beau et on aura gagné. Mais voilà, une fois de plus, il faut intégrer. Et c'est vrai que c'est tout mon message. Notre société, de toute façon, elle est ce qu'elle est en évolution, elle changera encore, mais on a cette pression-là, donc il faut savoir l'intégrer, il faut savoir la digérer. L'encart bleu en haut, c'est pour expliquer, dans le cas d'isolation par l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut refaire le débord de toit pour avoir toujours cet effet de casquette de toiture. Il n'y a rien de pire qu'un toit qui paraît un peu rétréci parce que l'isolation a grappillé 20 cm. Il faut refaire un décor autour des fenêtres, peut-être en créant un linteau en surépaisseur et pas uniquement un petit linteau peint. Donc ça, c'est des tout petits détails, mais ça, par exemple, ça a été intégré dans le PLU à Belfort, et aujourd'hui, ça fait partie de l'instruction des dossiers d'urbanisme, et on a forcément quelque chose de qualité.
L'encart jaune, c'était juste pour illustrer quelque chose que je n'ai pas montré en photo, mais la question des clôtures pour le piéton, c'est fondamental. C'est ce que l'on voit au premier plan, c'est ce que l'on frôle, c'est limite ce que l'on touche. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une société où on peut tous acheter une clôture premier prix le week-end. C'est la clôture qui est barrée, et justement, comme elle est premier prix, on la retrouve dans toutes les zones industrielles. Je sais qu'il y a du patrimoine 20e siècle et 21e siècle, mais je n'ai pas encore bien trouvé la dimension patrimoniale d'une zone industrielle. Et surtout, le discours est de dire, mais arrêtez de mettre les mêmes produits que dans la zone industrielle, où chacun va avec beaucoup de dédain parler de cet endroit-là en disant « Ah ouais, non, mais là-bas c'est moche, on ne va pas faire du tourisme en zone industrielle. Donc pourquoi on met cette clôture chez soi quand on habite en centre-ville ? Parce qu'elle n'est pas chère, parce qu'elle se vend partout, et surtout parce qu'on n'a pas réfléchi à l'impact esthétique que ça pouvait avoir. Et dans l'esthétisme, il y a la valeur patrimoniale, bien sûr, qui est associée. Et ça, voilà, c'est aussi une vignette qui est dans le PLU de Belfort. Une autre façon aussi d'agir, c'est tout ce qui peut être études urbaines, commission de projet, commission patrimoine, commission d'urbanisme, on appelle ça différemment selon les villes, ou chartes diverses. Une fois de plus, c'est pas se positionner en opposition par rapport à un patrimoine que l'on voudrait figer, parce que de toute façon, moi je dis souvent à mon équipe, c'est un temps qui nous fonce dessus. De toute façon, les lois, elles sont votées, l'application, elle doit être faite. Moi, je ne vais pas mourir sur scène. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qui je vais convaincre et comment je vais le convaincre. On est encore une fois dans cette question de communication qu'on abordait tout à l'heure. Les deux vignettes, c'est pour dire, voilà, il y a des villes qui se dotent de chartes architecturales, de chartes pour les promoteurs, et là, on explique la règle du jeu, comme une règle du jeu, vraiment en disant, dans cette ville, vous aurez les règles de construction qui sont notées dans le PLU, mais comment on travaille avec la ville. Nous, on a mis en place un temps d'échange, des permanences avec l'architecte des bâtiments de France, des commissions d'urbanisme. Tout ça, on va l'expliquer, et en fait, on conditionne le porteur de projet à rentrer dans la mentalité du lieu. Le patrimoine, c'est ce qui est important pour nous, et comment on veut travailler avec cet existant. Donc, il faut le savoir le transmettre. Et un promoteur, la première chose qu'il voit, c'est le règle du PLU. Ok, j'ai le droit de construire 5 étages, bon, ben, je vais pas proposer 2, j'en propose 5, il a le droit. Donc ça, c'est fondamental. Et par exemple, une fois un exemple concret qui a été mis en place ici à Marly-le-Roi, et une fois de plus, j'en remercie toujours monsieur le maire qui est ici, mais c'est surtout de cette municipalité au sens large et ce territoire qui est capable d'entendre que c'est important. Il a mis en place une commission d'urbanisme. Et dedans, on a des élus, on a des experts en architecture, enfin des experts, ça fait un peu pompeux, mais des personnes compétentes en matière d'urbanisme, dont le CAUE, dont effectivement l'architecte des bâtiments de France, des personnes expertes et compétentes en termes de patrimoine local ou plus loin, et une fois de plus, l'association du Vieux Marly, et on aborde ces sujets-là ensemble. Et en fait, tous, on soulève, grâce à nos regards différents, on pose en fait une critique multicritère aux promoteurs. Je vous assure, ils passent un peu à la moulinette. Des fois, je les regarde, j'aimerais pas être à leur place, mais bon, s'ils veulent construire, au moins, il faut qu'ils répondent à tout ça. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, moi, il y a un projet qui est passé dernièrement, il y a eu des avis très contradictoires, même parmi nous, les membres. Il y avait une question de sécurité, une sécurité de piétons, de largeur de trottoir, donc d'élargissement de la voie. Et moi, une question patrimoniale, je dis, mais là, effectivement, j'entends toutes ces questions de sécurité, j'entends qu'aujourd'hui, il y a un danger. Par contre, si demain, on élargit la voie d'1,50 m, c'est plus du tout le même gabarit. On est dans un espace qui est restreint à cet endroit-là. Il faut que ça reste relativement intime quand même. Donc, quelque part, c'est fort de ces discussions. Et là, on est vraiment dans une démocratie participative où on va comprendre, OK, il y a l'enjeu de la sécurité. Moi, je ne l'aurais pas du tout identifié. OK, il y a un enjeu de trafic à un moment, parce que nouvelle construction, elle veut dire où vont passer les voitures, où est-ce qu'on place la rampe de parking. Ça, c'est fondamental dans les projets. On la place à l'endroit où les gens vont pouvoir sortir le plus en sécurité, créer le moins d'accidents ou créer le moins de bouchons. Et ça, c'est discuté dans ces commissions. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et on parlait tout à l'heure aussi de connaissances locales. Je vais dire un tout petit exemple qui peut paraître rigolo, mais je trouve ça fondamental. Quand on connaît l'histoire du lieu et les gens qui ont fait ce lieu-là, on parle toujours du nom de la résidence. Et le nom de la résidence, c'est pas Villa Trianon ou Villa Fleury ou quelque chose de complètement décontextualisé qui nous
flatte juste d'avoir trouvé un joli nom, mais un nom qui a du sens local, avec bien souvent quelque chose presque à la parcelle près. Et là je vous regarde parce que c'est souvent vous qui apportez cette connaissance locale, et c'est vous, les experts en finesse de cette connaissance historique. Finalement, avec ces compétences croisées, on peut arriver à faire des projets plus riches et du moins enrichis de toutes ces contraintes. Une autre possibilité, là on a vu les leviers plutôt territoriaux, il peut y avoir des leviers aussi État sur lesquels moi je travaille. Je disais en présentation, il y a différents types d'espaces protégés et celui qui est le plus connu, c'est le rayon de 500 mètres autour d'un monument historique. Chaque monument historique protégé, inscrit ou classé, génère une protection de 500 mètres qui est posée de façon géométrique et arbitraire, qui devient cet espace protégé. En fait, la première chose, c'est de passer du rayon de 500 mètres au périmètre délimité des abords, qui est une façon de réviser cette protection au plus juste de l'enjeu urbain du lieu. Ce qu'on voit dans la vignette en bas avec le cadre jaune, enfin le rond jaune, c'était le rayon de 500 mètres actuel de cette ville, et la proposition après étude, qui est le périmètre bleu. En fait, on a enlevé tous les lotissements. C'est une ville où c'est l'église qui est protégée. C'était un petit village à l'époque. Moi, ce qui m'intéresse, en tant qu'architecte des bâtiments de France, ce qui fait patrimoine, ce ne sont pas les lotissements qui ont été construits ces 20, 30, 40 dernières années. C'est réellement les 4 rues qui convergent vers l'église. Et là, il est beaucoup plus facile de tenir un discours d'exigence parce qu'on le pose avec déjà non seulement une justesse géométrique, c'est-à-dire on le pose que sur ce qui est dans ce périmètre bleu, qui a de la valeur patrimoniale. Et on comprend que, bien sûr, c'est normal que là, j'ai une exigence un peu plus forte. Et quelque part, quand on réussit à mettre en corrélation ce périmètre délimité des abords, qui est étudié et validé de concert, parce que le Code du patrimoine nous dit bien que c'est validé de concert, autorité compétente et architecte des bâtiments de France, quand on arrive aussi à le juxtaposer avec un règlement PLU qu'on a vu avant, qui a une valeur patrimoniale plus forte, on peut réussir à trouver auprès d'un administré, et finalement c'est ça le discours, comment on tient un discours logique de à cet endroit-là et précisément là, c'est un peu plus exigeant parce que personne ne leur mettra en doute que dans ces 4 rues qui entourent l'église, il y a du patrimoine. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais il faut être juste dans notre propos. Et ça, ce propos, on peut le tenir les trois parties ensemble. Voilà. Et là, c'était effectivement la fin aussi, mais tu vois, pour dire que ça aussi, c'est un exemple qui est travaillé, enfin, c'est pas exactement le périmètre délimité des abords qui est travaillé à Marly-le-Roi, c'est l'exemple d'après, c'est le site patrimonial remarquable, c'est une autre législation qui est applicable. En fait, on estime que sur un ville qui a une très forte valeur patrimoniale, pour des raisons architecturales, urbaines, artistiques, quelles qu'elles soient, on va mettre en place un règlement écrit, parce que les autres législations patrimoniales sur lesquelles s'exerce l'ABF sont des analyses contextualisées. Là, on peut avoir aussi un règlement écrit qui va vraiment détailler encore plus fortement que le PLU, parce qu'on peut parler de matériaux, on peut parler de plus que de dimensions et d'aspects. On est vraiment dans la composition et la qualité architecturale. On va utiliser les mots en harmonie avec, ne pas écraser ceci. Donc ça, c'est ce que le PLU ne sait pas dire, quoi. Et là, c'est aussi, une fois de plus, une démarche qui est mise en place à Marly-le-Roi, mise en place collectivement, autorité compétente en matière d'urbanisme, la collectivité locale, l'architecte des bâtiments de France et l'associatif local avec ses connaissances. Et là, une fois de plus, c'est tout le sens de cet exposé, de dire que c'est ensemble qu'on réussit à travailler correctement face à toute une législation qui nous demande d'agir différemment. Et là, c'était la carte de vœux de l'Association des architectes des bâtiments de France de l'an dernier. Je ne suis pas à jour, mais je la trouvais très parlante dans les enjeux sur lesquels on est confronté au quotidien, les enjeux que je vous ai montrés à travers différentes photos. Aujourd'hui, comment on est écologique, où est-ce qu'on met nos panneaux photovoltaïques, comment on isole, comment on change notre fenêtre. Et avec les leviers qu'on a vus ensemble, que ce soit charte non opposable, règlement opposable et servitude d'utilité publique. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Un grand merci, Monsieur Nobland, pour cet exposé remarquable,
qui nous apporte beaucoup d'éléments de réflexion et d'action pour la suite dans le cadre de nos urbanisations, évidemment.